Bonjour Jean-Claude Milner. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Radio J. Vous êtes linguiste et philosophe, l'un des plus grands de notre époque. Dans votre bibliographie, on compte notamment les penchants criminels de l'Europe démocratique, le juif de savoir ou plus récemment la destitution du peuple. Et si nous avons le plaisir et l'honneur de vous recevoir aujourd'hui, c'est à l'occasion de la parution au Cerf d'un livre d'entretien absolument passionnant avec un autre philosophe spécialiste, lui, de la pensée islamique, Anouch Ganjipour. L'ouvrage s'intitule « Parler sans détour, lettres au pluriel sur Israël et la Palestine ». Deux intellectuels qui, pendant près d'un an, vont échanger sous forme de lettres jusqu'au 7 octobre 2024 sur les enjeux latents d'une confrontation, d'une guerre de 100 ans, comme vous la qualifiez dans l'une de vos lettres, et qui, selon vous deux, dépasse la seule rivalité pour le contrôle d'un territoire. Jean-Claude Milner, qu'est-ce qui vous a conduit à entretenir cet échange épistolaire, puis de le publier, vous qui étiez resté silencieux, en tout cas médiatiquement, depuis les massacres du 7 octobre 2023 en Israël? En vérité, l'initiative est venue de mon interlocuteur, Anouch Ganjipour, qui m'a envoyé un message en me disant précisément ce que vous dites, à savoir, lui s'en étonnait, comment se fait-il que je n'ai pas pris la parole ou écrit quoi que ce soit pendant cette période. Il s'en étonnait, il attendait une réaction, une prise de position de ma part, et il accompagnait ce mot d'un texte où il s'interrogeait sur autre chose, mais qui lui paraissait parallèle, à savoir l'embarras où se trouvaient les intellectuels progressistes du monde arabe par rapport à ce qui venait de se passer en Israël. Et j'ai pris un temps de réflexion et je lui ai répondu, non pas à sa lettre, mais à ce texte où un certain nombre d'éléments sont évoqués, le rapport à l'Occident de la part du monde arabe, la manière dont les intellectuels de langue arabe avaient longtemps considéré l'Occident comme le modèle qu'ils avaient à suivre, comment une rupture était en train de s'établir. Enfin, je lui ai répondu point par point, des points où j'étais en accord, les points où j'étais en désaccord. Et c'est lui qui m'a répondu en disant « Il faudrait que nous continuions ». Et si, dès le début, c'est lui qui a proposé que si nous continuions, si j'acceptais, cela devrait être publié. Si nous considérions que nous arrivions quelque part, bien entendu. Mais pourquoi avoir gardé le silence jusque-là? De façon générale, je ne suis pas quelqu'un qui m'exprime sur l'actualité directement. Ça m'est arrivé, mais c'est rare. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que parler de ce qui se passe au Moyen-Orient et au Proche-Orient, et géographiquement et politiquement, ce qui venait de se passer le 7 octobre, concernait le Proche et le Moyen-Orient. Je suis toujours extrêmement insatisfait par la manière dont ceux qui ont une connaissance très ténue, très lointaine, qui en gros s'appuient sur ce qu'ils ont lu ou entendu dans les médias. Et les médias français ne sont pas les meilleurs du monde. On parle des radios généralistes ou de télévision généraliste ou d'information, et notamment pour ce qui concerne cette région du monde. Donc je suis toujours très mal satisfait parce que ça reste superficiel. Et moi, ma connaissance du Proche et du Moyen-Orient, elle était extrêmement étroite. Je suis allé en Israël,
j'ai des relations avec les personnes qui vivent en Israël, mais je dépends d'eux. Les opinions que je peux me faire dépendent d'informations dont je ne suis pas le témoin direct. Et en ce qui concerne la partie arabe du projet du Moyen-Orient, je ne la connais pas du tout. Je ne cache pas, j'ai fait ce qu'on peut appeler presque une excursion à Jérusalem-Est ou à Ramallah. Mais enfin, c'est pas avec ça que... Donc, dire des généralités tirées de, je ne sais pas, la morale, l'éthique, que devrait faire Israël par rapport à la tradition juive, etc. Je trouve que ce n'était pas ma place. C'est pas comme ça que je conçois le travail. Vous expliquez très subtilement, Jean-Claude Miller, dans ce livre d'entretien, pourquoi le rapport à la guerre et à la paix, très distinct entre l'Occident contemporain et Israël, nourrit la distance et même aujourd'hui la discorde, pour ne pas dire le divorce, entre ces deux pôles. Est-ce que vous nous expliquez en quoi ils se distinguent tous les deux en la matière? En fait, il y a vraiment deux conceptions. Et ça ne dépend pas, ça ne date pas d'aujourd'hui. On peut dire que, mettons, dans la Grèce antique, on considérait que la guerre était la relation normale entre des cités différentes. Entre Athènes et Sparte, la situation de guerre était la situation normale. Et la situation de paix était une situation exceptionnelle. Si on arrivait à établir la paix, c'était en exception à la normalité. C'est une forme de continuation de la politique par d'autres moyens? Justement, je ne reprendrai pas la formule de Clausewitz, parce que la formule de Clausewitz est une formule qui appartient à un monde différent, dans lequel c'est la paix qui est la situation normale, et c'est la guerre qui est une exception malheureuse à laquelle il faut mettre un terme le plus vite possible, soit par la victoire de l'un sur l'autre, soit par la négociation. Je ne sais pas exactement quand l'évolution s'est produite en Occident, en Europe tout au moins, mais il est clair que ce qu'on appelle la paix romaine a établi dans l'esprit de la partie de l'Europe pour qui l'Empire romain était resté un modèle, la paix est apparue comme ce qui devrait être la normalité. Et la guerre est donc toujours pensée comme une exception dont l'aboutissement doit être le retour à la normalité. Soit, je le répète, par la victoire de l'un sur l'autre. On n'a qu'à penser à l'exemple de la France en 1940. Je laisse de côté le pétainisme, mais pour beaucoup de Français, l'armistice, c'est le retour de la normalité. On a perdu sur le champ de bataille, mais on peut reprendre sa vie comme avant. Bon, l'expérience a montré, ça c'est pas exactement ça, mais c'était ça qui était dans l'esprit des gens. De la même manière, à l'époque de Munich, en 1938, les Français, beaucoup de Français ont acclamé le retour du président du Conseil d'alors, alors que le dit président du Conseil considérait qu'il avait fait une grave erreur. Mais l'opinion était convaincue que, en évitant la guerre en 1938, à Munich, on avait rétabli la vie normale telle qu'elle doit être. Il me semble que dans le monde du Proche-Orient et du Moyen-Orient, c'est l'ancienne conception, enfin ancienne par rapport à l'histoire européenne, qui est vivante. Il y a des déclarations très explicites de la part de dirigeants du Hamas disant « Pour nous, la paix, c'est le moyen de préparer la guerre suivante. » C'est ce que vous appelez dans le livre le parti de la guerre. Le parti de la guerre. Donc toute paix
est dans ce cas-là considérée comme une trêve temporaire qui permet de revenir à la situation normale, non l'aboutissement et l'anéantissement total de l'adversaire. Il ne peut pas y avoir de fin définitive s'il n'y a pas la disparition totale de l'adversaire. Alors que dans le système qui a longtemps été, qui est encore, je pense, celui des pays européens, on prend l'exemple toujours de la réconciliation franco-allemande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Allemagne a été vaincue, mais que l'établissement de la paix a pu se faire, et on pensait encore il y a quelques années que c'était une paix appelée à durer pour toujours, que ce rétablissement était possible parce que c'était la normalité, ça n'exigeait pas la disparition totale, même si l'Allemagne a subi beaucoup de destruction, elle n'a pas disparu. Par conséquent, le fossé ne peut que structurellement s'accroître entre ces deux conceptions du monde, de la vie, de la guerre et de la paix entre Israël et l'Occident. Tout dépend si Israël, je parle de l'État d'Israël et de ses gouvernements et de son opinion, pas seulement ses gouvernements, mais son opinion, change de modèle. Et il est possible que ce soit quelque chose qui soit en train de se passer. Il n'est pas impossible, et c'est ce qui fait que tant de pays occidentaux et européens en particulier n'arrivent pas à admettre la politique israélienne telle qu'ils l'aperçoivent, c'est qu'ils ont le sentiment que la paix n'est jamais qu'une trêve et que l'aboutissement recherché de part et d'autre du côté du Hamas, c'est l'anéantissement d'Israël, et du côté d'Israël, l'anéantissement du Hamas. Jean-Claude Millard, vous écrivez qu'il n'existe plus aujourd'hui de parti de la paix en Israël, mais seulement un parti de la trêve. Vous distinguez ensuite des partis de la guerre, on l'a évoqué, souhaitant l'anéantissement complet de l'adversaire, à des partis de la trêve qui se contentent de son affaiblissement. Quand Benyamin Netanyahou affirme que l'objectif suprême de cette guerre en cours est la reddition du Hamas et que les familles d'otages, l'opposition par ailleurs, et même à une reprise, le chef d'état-major de Tsahal met en avant au contraire le primat de la libération des otages. Ça recouvre finalement plus profondément en fait l'opposition entre ces deux partis, le parti de la guerre et le parti de la trêve au sein de l'État israélien avec une minuscule, englobant donc l'opinion publique. Je pense que le rejet opposé à Netanyahou par la plupart des opinions européennes tient à cela, tient au fait que Netanyahou semble, à mon avis, incarne vraiment, pas simplement une apparence, un changement de modèle concernant le rapport entre la guerre et la paix. Il a une conception, alors bien entendu, il a en face de lui un adversaire, le Hamas, qui n'est pas un État. Ce qui veut dire par là que les relations de négociation, la diplomatie, ça se passe entre États. Et quand un État s'engage, il s'engage pour la durée qui est censée illimitée de son existence. Le Hamas, ça n'est pas un État. C'est une organisation qui agit comme si elle avait le pouvoir d'État sur la bande de Gaza, mais ça n'est pas un État. Ce qui veut dire que aucun des engagements qu'elle prend en tant qu'organisation n'obéit aux règles que les États prennent à l'égard d'un autre. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas dans la conseiller de Netanyahou, je ne suis pas son interlocuteur. Est-ce que c'est parce qu'il a comme adversaire le Hamas, qui n'est pas un État, qu'il envisage l'anéantissement complet du Hamas, ou est-ce qu'il est en train d'adopter un modèle de rapport entre la guerre et la paix qui rompt avec le modèle, appelons-le européen,
du rapport entre la guerre et la paix. Merci beaucoup Jean-Claude Millard d'avoir été avec nous. Je conseille très vivement la lecture de votre livre d'entretien avec le philosophe Anoush Ganjipour, Parler sans détour, lettres sur Israël et la Palestine. C'est passionnant, c'est publié aux éditions du Cerf. À très bientôt sur Radio J.